Je vais vous raconter une histoire. Une histoire qui s'est passée avant ma naissance. Mais une histoire qui résonne encore aujourd'hui. Dans les débats sur le voile. Dans les querelles mémorielles franco-algériennes. Dans les discours officiels des deux côtés de la Méditerranée. Une histoire qui dérange les deux camps en même temps. Et une histoire que je vais vous raconter avec les archives, avec les historiens, avec les photos et avec ma tentative honnête de ne pas simplifier. Je m'appelle Salah. Je suis fils de Harki. Je ne suis pas historien et ce que vous allez entendre, vous ne le trouverez pas présenté de cette façon dans les manuels scolaires, ni français, ni algérien. Parce que cette histoire gêne tout le monde. Alors, commençons. Nous sommes au printemps 1958. La guerre d'Algérie dure depuis 3 ans et demi. Depuis le 1er novembre 1954. Depuis ces attentats coordonnés qui ont déclenché l'insurrection. 3 ans et demi de guerre. De maquis, de massacres, de tortures, de représailles, de bombardements. Et en France, la 4e République s'effondre. Gouvernement après gouvernement, crise après crise. Une instabilité politique chronique. En Algérie, l'armée française vient de remporter ce qu'elle appelle la bataille d'Alger. Entre janvier et septembre 1957. Le général Massu, à la tête des parachutistes, a décimé les réseaux FLN dans la ville, par des méthodes que nous connaissons aujourd'hui. La torture, les disparitions, les méthodes documentées par Raphaël Branche, condamné sans réserve. Le FLN est affaibli dans Alger, mais il est toujours présent dans le maquis. Et il est en train de gagner la guerre politique sur la scène internationale, à l'ONU, dans les pays nouvellement indépendants. Et c'est dans ce contexte que se joue ce que je vais vous raconter. Le 13 mai 1958, une crise politique à Paris. Le gouvernement Filmin vient d'être investi, perçu comme favorable aux négociations avec le FLN. À Alger, les milieux européens favorables à l'Algérie française ne l'entendent pas de cette oreille. Une immense manifestation se tient sur le forum d'Alger, devant le gouvernement général. Ce grand immeuble de 13 étages qui domine la baie. Des dizaines de milliers de personnes. D'abord, des Européens d'Algérie. Puis, et c'est là que l'histoire se complique, des Algériens musulmans. Des hommes, des femmes, des familles entières venues de la Casbah, des bidonvilles, des quartiers populaires. La presse française s'emballe. Paris Match consacre une double page. Je cite la légende de la photo. Texte exact. La Casbah brûle ses voiles et vient se mêler à la chaîne des mains jointes. Ce qui a le plus étonné et ému nos reporters, ces premières images d'une solution algérienne qui se cherche, la fraternisation franco-musulmane dans la rue. Les quartiers ennemis se donnent dans la main, la Casbah avec Bab el Oued. Et les femmes arabes arrachant leurs voiles pour les brûler. Des images puissantes, émouvantes, spectaculaires. Des femmes algériennes qui retirent leurs voiles, qui le brûlent, entourées de soldats français et de civils européens sur le forum d'Alger. Et la question qui se pose immédiatement, est-ce spontané ? La réponse, c'est non. Ce n'était pas spontané. Et les sources sont convergentes là-dessus. Je vais vous expliquer
qui était derrière. Le 5e bureau. C'est une structure qui existait depuis 1955 au sein de l'armée française en Algérie. Le bureau d'action psychologique. Son rôle officiel, gagner les cœurs et les esprits de la population algérienne, contrer l'influence du FLN, démontrer que l'Algérie française était préférable à l'indépendance. Ses méthodes, la propagande, les affiches, les journaux, les cérémonies, les mises en scène. Et le voile était au cœur de leur stratégie. Depuis des années, le 5e bureau avait développé une doctrine. Une doctrine que l'on peut résumer, avec toutes les approximations que ça implique, par une formule que les sources de l'époque attribuent aux milieux militaires coloniaux. Ayons les femmes et le reste suivra. L'idée, si on peut amener les femmes algériennes à s'émanciper, à enlever le voile, à se rapprocher du modèle français, alors on coupe le FLN de sa base. On montre que l'Algérie française offre quelque chose que le FLN ne peut pas offrir. Une logique cynique, instrumentalisante, mais une logique. Et voici ce qui s'est passé concrètement le soir du 17 mai 1958. Le 17 mai au soir, 12 adolescentes musulmanes, cornaquées dit-on par Madame Salan en personne, arrachent leurs voiles et les brûlent derrière les grilles du gouvernement général, protégées par des harkis. L'autodafé avait été monté en catastrophe la veille au soir par une poignée d'officiers du 5e bureau. 12 adolescentes. Pas une marée de femmes spontanément émancipées. 12 adolescentes, encadrées par des officiers, protégées par des soldats, avec une mise en scène préparée la veille. Et le lendemain, le 18 mai, une foule de musulmanes venues principalement des bidonvilles de l'Algérois envahit le centre-ville sous les applaudissements des pieds noirs qui les encouragent. Des femmes des bidonvilles. Et là, il faut être précis. L'une des photographies représentait en effet plusieurs femmes dévoilées regardant un feu situé au premier plan de la photo. Et curieusement, on ne relevait guère qu'il s'agissait d'une certaine Monique Améziane, vraisemblablement issue d'un mariage mixte, et peu susceptible de porter habituellement le voile, ni de vivre dans un bidonville de l'Algérois. Je vais m'arrêter sur ce détail, parce qu'il dit quelque chose d'important. La femme qui a arraché son voile, dans la photo la plus emblématique de cet événement, celle que Paris Match a publiée, était vraisemblablement une femme de mariage mixte, qui ne portait probablement pas de voile au quotidien. Et pourtant, cette image a été présentée comme la preuve spontanée de l'émancipation des femmes algériennes sous la France. Voilà la mise en scène, voilà la supercherie, voilà la propagande, et voilà pourquoi les archives importent. Je dois maintenant vous présenter les deux lectures que les historiens font de ces événements, parce qu'elles divergent, et parce que les deux contiennent une part de vérité. La lecture critique, côté algérien et post-colonial. La planification de l'offensive psychologique de 1958 ne laisse planer aucun doute sur sa nature, dans le cadre de la doctrine de la guerre révolutionnaire théorisée et appliquée par les officiers français de l'époque. Le dévoilement des musulmanes n'était certainement pas un fantasme colonial, mais bien une stratégie réfléchie et méthodiquement mise en œuvre. Cette lecture dit « La France a utilisé les femmes algériennes comme outil de propagande ». Cette lecture dit « La France a utilisé les femmes algériennes comme outil de propagande ». Elle a instrumentalisé leur corps. Elle a fabriqué des images de consentement là où il y avait de la contrainte. La campagne était alors menée à coups d'affiches de propagande élaborées par le 5e bureau d'action psychologique de l'armée française.
Les femmes étaient invitées à ôter leur voile, le haïk, et Frantz Fanon, psychiatre martiniquais, engagé aux côtés du FLN, avait analysé ce phénomène dans son texte « L'Algérie se dévoile », publié en 1959. Il montrait comment le voile était devenu un enjeu psychologique, comment la France avait fait de l'émancipation des femmes algériennes un outil de domination coloniale. Et il notait quelque chose de paradoxal. Certaines femmes dévoilées depuis longtemps reprenaient le voile, affirmant ainsi qu'il n'est pas vrai que la femme se libère sur l'invitation de la France et du général de Gaulle. Des femmes qui s'étaient émancipées elles-mêmes spontanément avant le 13 mai et qui ont remis le voile, par refus d'être instrumentalisées, par refus que leur émancipation soit récupérée par le pouvoir colonial. Cette réaction, elle dit quelque chose d'essentiel. Elle dit que l'émancipation imposée n'est pas l'émancipation. Elle dit que quand une puissance coloniale décide pour vous comment vous libérer, ce n'est pas la libération. Jamais. C'est une nouvelle forme de domination. Et c'est une critique légitime que je transmets honnêtement. À présent, la lecture de l'autre côté. Mais voilà maintenant une autre lecture. Les historiens ne purent contrebalancer une histoire officielle visant à faire du Front de Libération Nationale, le FLN, le seul acteur de l'indépendance. Les images des colonisés prenant le parti de l'Algérie française, avec en outre une forte visibilité des femmes selon la modalité qui leur est toute particulière du dévoilement, étaient impossibles à intégrer dans un récit national. Ce que cela signifie, en clair, c'est que la mémoire officielle algérienne a effacé ces événements parce qu'ils dérangeaient. Et que certains historiens ajoutent, c'est que parmi les femmes qui se sont dévoilées ce jour-là, toutes n'étaient pas contraintes, toutes n'étaient pas manipulées. Certaines ont choisi librement, dans un contexte particulier, dans une atmosphère particulière. Et l'historien algérien Mahfoud Kadash expliquait que la fraternisation de mai 1958 résultait des manœuvres des services psychologiques et des paras promettant l'égalité aux habitants de la Casbah, déjà sous surveillance, et les pressait de rejoindre les Pieds Noirs sous peine de... Il s'arrête là, avec ses points de suspension. Ces points de suspension, ils disent quelque chose d'important aussi. Ils disent sous peine de quoi? De représailles, de sanctions, de violence. Et là, nous entrons dans la zone d'ombre, celle que les archives permettent d'entrevoir, mais pas toujours de quantifier. La frontière entre le choix et la contrainte dans une situation coloniale, une guerre civile, une ville sous occupation militaire, cette frontière est mince, poreuse, et les deux interprétations peuvent coexister. Je ne tranche pas, ce n'est pas mon rôle. Ce que je dis, c'est que ces événements sont complexes, avec chacun leur part de vérité et leur part de mensonge et de manipulation. Et que les deux récits, celui qui dit manipulation pure et celui qui dit que certaines femmes ont vraiment voulu participer, les deux contiennent probablement une part de vérité. Et maintenant, parlons des conséquences politiques immédiates. Parce que le 13 mai 1958, ce n'est pas seulement une histoire de voile. C'est une histoire de coup de force politique. La manifestation du Forum a servi de détonateur. À Alger, un comité de salut public est formé par des généraux et des civils favorables à l'Algérie française. Massu est à sa tête. Ce comité, de fait, prend le contrôle de l'Algérie et fait pression sur Paris. La 4ème République est en agonie. Et le général de Gaulle, qui attendait depuis des années son retour au pouvoir, profite de la situation. Le 31 mai 1958, il est appelé par le président Coty. Il forme alors un gouvernement. Le 1er juin, il reçoit le plein pouvoir de l'Assemblée nationale. Le 4 juin, il est à Alger. Et il prononce depuis le balcon du gouvernement général cette phrase restée dans l'histoire.
Je vous ai compris. 4 mots qui n'y disaient rien, ou tout, selon les uns et les autres. Les pieds noirs ont cru qu'ils soutenaient l'Algérie française. Les partisans de l'indépendance ont cru qu'il ouvrait la voie à la négociation. Les deux avaient tort et les deux avaient raison. De Gaulle avait sa propre idée, que ni l'un ni l'autre camp ne pouvait encore deviner. Et le 13 mai 1958, la naissance de la Ve République. Un coup de force militaire qui a changé l'histoire de France, avec des femmes algériennes au centre de la mise en scène, des femmes dont on n'a pas demandé l'avis, ni pour le 13 mai, ni pour ce qui allait suivre. Et maintenant, je dois parler de la réponse du FLN. Parce que ce serait trop simple de présenter les choses comme si le FLN était le défenseur naturel de la dignité des femmes algériennes. Ce n'était pas le cas. Le FLN, dès les premières années de l'insurrection, avait lui aussi instrumentalisé les femmes algériennes, d'une autre façon. Il avait mis en scène des femmes combattantes, des femmes porteuses de bombes, des femmes qui traversaient les checkpoints avec des explosifs dissimulés sous leurs robes. Ces femmes existaient. Leur courage était réel, ou leur inconscience. Mais le FLN les utilisait aussi, parce que l'image de la femme combattante, la Moudjahida, servait son récit international, servait son image de mouvement de libération moderne. Et dans le même temps, dans les campagnes algériennes, dans le bled, le FLN exerçait une pression sociale qui contraignait les femmes à rentrer dans les rangs, à ne pas se dévoiler, à ne pas travailler avec les Français, à ne pas envoyer leurs enfants dans les écoles françaises. Parfois par persuasion, parfois par la violence. Ce double langage qu'utilisaient les femmes selon les besoins du moment est documenté et mérite d'être nommé. Je cite ici l'historien Mahfoud Kadash, algérien, qui reconnaissait lui-même la complexité de ces événements, sans les résoudre. Et je cite aussi Frantz Fanon, dont l'analyse, brillante par certains aspects, déplorable pour d'autres, portait les traces de son propre biais. Fanon était du côté du FLN. C'était son choix, un choix assumé, mais quand il analysait le voile, il analysait aussi dans le sens du récit du FLN. Et certaines féministes algériennes, notamment celles qui ont combattu plus tard pour le droit des femmes en Algérie indépendante, ont critiqué Fanon pour ça, pour avoir trop associé l'émancipation des femmes à la lutte anticoloniale, pour ne pas avoir assez critiqué le patriarcat algérien. Ces critiques existent, elles sont documentées, elles méritent aussi d'être entendues. Et maintenant, le lendemain, 1962, l'Algérie est indépendante. Et la question se pose. Que va faire l'Algérie indépendante pour les femmes algériennes? La réponse est compliquée, comme souvent dans cette histoire. Dans les premières années, il y a des avancées. Une ordonnance de 1959, prise sous la France, sur le statut de la femme algérienne est maintenue. Des droits sont reconnus. Mais le FLN au pouvoir porte aussi ses propres contradictions, ses propres conservatismes, ses propres logiques patriarcales. Et c'est en 1986, sous le troisième président de la République algérienne, Chadli Benjedid, qu'un code de la famille est adopté par l'Assemblée nationale. Il revient en arrière sur l'ordonnance de 1959, selon le ministre de la Justice de l'époque, un classique du FLN, alors parti unique. Il s'agissait de purifier la famille de toutes ses impuretés islamiques. Purifier de toutes ses impuretés islamiques. Ce code de la famille, adopté en 1986, consacre le mariage arrangé,
la répudiation unilatérale de l'épouse par son mari et une série d'inégalités entre hommes et femmes. 24 ans après l'indépendance, et pour justifier ce retour en arrière, à ses adversaires peu nombreux, le ministre oppose le 13 mai 1958 et la manipulation du dévoilement et les dénonce comme des alliés du 5e bureau et de la France. Incroyable. 24 ans plus tard, pour réduire les droits des femmes algériennes, le ministre algérien cite le 13 mai 1958. Toute militante féministe algérienne qui critique ce code de la famille devient suspecte automatiquement d'être une alliée du 5e bureau français. Voilà comment la manipulation de 1958 a été réutilisée, retournée, transformée en outil, en bouclier pour opprimer les femmes algériennes. Ni la France, ni l'Algérie ne sortent grandis de cette histoire. Et jusqu'à aujourd'hui, le discours n'a pas changé. Et le thème de l'émancipation féminine a presque disparu du champ politique algérien. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Parce que cette histoire, le 13 mai 1958, le 5e bureau, le voile, la fraternisation, elle dit quelque chose d'essentiel sur la façon dont les récits officiels se construisent. Du côté français, on a gardé longtemps les images de la fraternisation, de la main tendue, des femmes dévoilées, comme preuve que l'Algérie française était un projet d'émancipation. Sans dire que c'était une mise en scène en partie. Sans dire que les officiers du 5e bureau avaient organisé l'événement. Du côté algérien, on a effacé ces images. On a prétendu que la population algérienne avait unanimement soutenu le FLN. On a occulté les Algériens qui ont manifesté ce jour-là. On a instrumentalisé l'événement pour réduire le droit des femmes 24 ans plus tard. Et des femmes algériennes courageuses qui ont lutté pour leurs droits dans l'Algérie indépendante ont été qualifiées d'agentes du 5e bureau pour dire simplement que les femmes méritaient l'égalité. Cette chaîne parle souvent du FLN, de ses crimes nombreux, de masse, de ses mensonges récurrents, institutionnalisés dès l'école, de sa propagande omniprésente là-bas et ses relais ici. Et je veux dire ici clairement, ces crimes incluent aussi ce que le FLN et le régime algérien qui lui a succédé ont fait aux femmes algériennes. Les femmes qui ont soutenu les maquisards, qui ont combattu dans le maquis, qui ont risqué leur vie, qui ont cru que l'indépendance apporterait aussi l'égalité pour elles, et qui ont vu le code de la famille adopté en 1986. La révolution qui promettait l'émancipation a produit la répudiation unilatérale, le mariage arrangé et l'accusation d'être une agente du 5e bureau pour qui osait critiquer. Voilà ce que dit cette histoire. Voilà pourquoi elle dérange les deux camps, et voilà pourquoi cette chaîne la raconte. Et maintenant, le lien avec les harkis. Parce qu'il y en a un. Regardez les photos du 13 mai 1958. Regardez qui entourait ces femmes, qui les protégeait, qui encadrait la cérémonie. 12 adolescentes musulmanes protégées par des harkis. Des harkis, présents ce jour-là dans l'histoire, dans les archives. Et effacés du récit officiel algérien comme toujours. Et maintenant, je vais m'arrêter parce que ce mot harki est souvent utilisé comme une arme, comme une insulte, comme un verdict. Et je veux rétablir les faits avec les sources, avec les archives, avec les chiffres. Je cite, texte exact. Le Code des pensions militaires d'invalidité, commentaire officiel de la République française, article D111-.1. Il faut rappeler que les supplétifs ne disposaient pas du statut militaire sous lequel étaient au contraire placés par exemple les tirailleurs. Les supplétifs étaient des civils liés à l'armée française par un simple contrat qui n'assurait évidemment pas les mêmes protections que le recrutement
dans les cadres de l'armée. Des civils, liés par un simple contrat. Je cite également Tom Charbit, dans les Harkis, la découverte 2006. À la différence des forces régulières, soldats sous contrat ou appelés, les forces supplétives étaient rattachées à des unités militaires sans en avoir cependant le statut. Ce détail est fondamental, parce que la propagande algérienne présente les Harkis comme des soldats volontaires et autonomes qui auraient choisi de combattre pour la colonisation. La réalité juridique est tout autre. Les Harkis n'étaient pas des militaires au sens propre du terme. Ils n'avaient pas les protections d'un militaire, pas les droits d'un militaire, pas les garanties d'un militaire. Et ils ne percevaient pas les mêmes avantages que les autres supplétifs. Les Harkis faisaient figure de parents pauvres des forces supplétives. Décret numéro 61-1201 du 6 novembre 1951 fixant leur cadre d'emploi très précaire. Parents pauvres des forces supplétives. Cadre d'emploi très précaire. Ce n'est pas ma formulation, c'est le code officiel des pensions militaires françaises. La propagande algérienne présente le Harki comme une milice autonome. Des hommes qui auraient fait des choix libres et indépendants. C'est faux. Documenté. À partir de 1956, les Harkas désignent une unité militaire d'auxiliaires musulmans de statut civil rattachée à unité militaire française en Algérie française. Placée sous commandement français, dépendante de l'autorité militaire française. Les Harkis n'avaient pas de commandement propre, pas de structure hiérarchique indépendante, pas de politique autonome. Ils exécutaient les ordres de l'armée française, dans le cadre défini par l'armée française, sous la responsabilité de l'armée française, et quand l'armée française a décidé de les abandonner, ils n'ont pas eu leur mot à dire, parce qu'ils n'avaient aucune autonomie de décision. Ils dépendaient entièrement d'une autorité qui les a trahis. Et maintenant, les chiffres. Parce que les chiffres disent quelque chose d'essentiel. C'est au début de 1961 que le recrutement des musulmans atteint son maximum. Il y aura 3 à 4 fois plus de musulmans dans l'armée française que dans l'ALN. 3 à 4 fois plus. Je vais laisser ce chiffre reposer. 3 à 4 fois plus de musulmans algériens dans l'armée française que dans l'ALN. Ce chiffre, la mémoire officielle algérienne ne le cite jamais, parce qu'il détruit le mythe du peuple unanimement derrière le FLN. Il dit quelque chose d'essentiel sur la réalité de ce conflit. Ce n'était pas un peuple uni contre un occupant. C'était aussi, et peut-être surtout, une guerre civile intra-algérienne. Une guerre civile avec des Algériens des deux côtés. Des Algériens qui choisissaient le FLN et des Algériens qui ne le choisissaient pas. Pour des raisons multiples que nous avons documentées dans d'autres épisodes de cette chaîne. Et les chiffres précis, les voici. Au maximum, les Harkas ont compté 63 000 Harkis dans 7 500 membres de commandos de chasse. Les GMPR et GMS ont compté jusqu'à 8 500 hommes. Les SAS ont compté jusqu'à 19 700 Morazni. Au maximum, les GAD ont compté 62 000 hommes. Soit un total global d'environ 150 000 à 225 000 supplétifs, selon les sources. Et selon un rapport officiel dans les archives militaires françaises, un ancien contrôleur général des armées, Bourdoncle de Saint-Salvi, démontrait le 26 mars 1963 qu'il y avait encore, au 19 mars 1962, 152 600 musulmans servant en Algérie dans l'armée française. 152 600, au jour même du cessez-le-feu. Et Mohand Amoumou, le chercheur qui leur a consacré sa vie, parle de 225 000. 225 000 hommes qui avaient servi la France et dont la grande majorité a été abandonnée. La propagande algérienne dit « Les Harkis étaient des traîtres qui ont choisi de combattre pour la colonisation ». Les archives disent autre chose. Beaucoup s'engageaient ainsi moins pour la France que contre les violences commises par certains membres du FLN ou de l'ALN. Moins pour la France que contre les violences du FLN. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le site officiel du gouvernement français sur le Harki. Harki-gouv.fr.
Et Fatima Benaskilankou, fille de Harki, dans son ouvrage Les Harkis dans la colonisation et ses suites, le choix politique de l'Algérie française aurait souvent été inexistant dans les motivations des Harkis. Inexistant. Ces hommes ne combattaient pas pour l'Algérie française. Ils se protégeaient. Ils protégeaient leur famille. Ils répondaient à des violences par des violences. Et Mohand Amoumou ajoutait « Les supplétifs se seraient alors engagés contre les FLN plutôt que pour la France contre les FLN, pas pour la France, la nuance est fondamentale. Et elle est dans les archives. » Et là, je dois dire quelque chose que nous martelons sur cette chaîne, depuis le premier épisode. 1 an déjà. La guerre d'Algérie n'était pas seulement une guerre de libération nationale, c'était aussi une guerre civile. Aussi et surtout, des Algériens qui tuaient des Algériens, pour le contrôle du mouvement national, pour l'imposition d'une idéologie unique, pour la soumission des populations civiles, pour la conscientisation à marche forcée. 4000 morts dans la guerre des cafés en France entre 1956 et 1962. Des Algériens qui tuaient des Algériens sur le sol français. Nous l'avons documenté. 374 civils à Mélouza en 1957, massacrés par le FLN parce qu'ils soutenaient le MNA rival. Nous l'avons documenté. Et les Harkis, selon les archives militaires, les principaux facteurs d'engagement sont les suivants. Le refus du Front de libération nationale et des violences, la réplique aux exactions de l'armée de libération nationale, le refus des violences du FLN, la réplique aux exactions de l'ALN. Ces hommes ne défendaient pas la colonisation, ils résistaient à la terreur et au fanatisme. Et Maurice Fèvre, déjà cité, au Conseil économique et social le 25 octobre 2006, l'avait formulé clairement. Nous le martelons, nous le répétons. Il convient de substituer la désignation de collabos et de traîtres, celle de résistants au fanatisme et au totalitarisme du FLN. Victimes du fanatisme et non du colonialisme. Résistants au totalitarisme du FLN. Et les supplétifs s'étaient engagés davantage pour la défense de leur famille que pour la solde. Ils étaient opposés à la conception totalitaire du parti unique du FLN. Ils faisaient confiance à l'armée française pour faire évoluer l'Algérie dans un sens démocratique et égalitaire. Ils croyaient à l'Algérie nouvelle, ils croyaient aux promesses, un sens démocratique et égalitaire. Ces hommes espéraient quelque chose. Pas la domination coloniale perpétuelle. Non. Une Algérie différente, fraternelle, égalitaire. Ils ont été trahis par la France d'abord, et massacrés par le FLN ensuite. Et le récit officiel algérien efface tout ça. Il efface les 150 000 harkis au cessez-le-feu, il efface les 3 à 4 fois plus de supplétifs que de combattants ALN, il efface les motivations documentées de ces hommes, il efface la guerre civile, il efface Mélouza, il efface Tifraten, il efface le charnier d'Ouled-Djellel, il efface le charnier de Khenchla, il efface la guerre des cafés, et il ne garde qu'un mot de propagande. Un mot instillé depuis l'enfance dans des millions de manuels scolaires. Traître. Ce mot, nous venons d'en faire le tour. Avec les sources, avec les archives, avec les chiffres. Et il ne tient pas. Cette chaîne, depuis le premier épisode, documente ces réalités sans les résoudre complètement. Sans nier les ambiguïtés réelles. Mais sans laisser ces hommes disparaître de l'histoire, parce qu'ils y étaient, en nombre, avec leur histoire, avec leur famille, avec leurs convictions et avec leurs limites. Et que leur présence mérite d'être reconnue, même dans les épisodes inconfortables. Surtout dans les épisodes inconfortables. Et maintenant, je vais m'arrêter là. Pas parce que j'ai tout dit. Non, je n'ai pas tout dit. Parce qu'on ne dit jamais tout sur une histoire comme celle-là. Ce 13 mai 1958, cette journée que ni la France ni l'Algérie ne peuvent pleinement assumer, elle contient en miniature tout ce que cette chaîne documente depuis le début. La mise en scène, la propagande, les femmes instrumentalisées, les harkis effacés, les mensonges fondateurs et les hommes ordinaires pris dans quelque chose qui les dépassait. L'État français demandait aux femmes musulmanes algériennes de se dévoiler pour être comme les autres,
pour participer à la fraternisation, pour montrer qu'elles appartenaient à la France. Pendant que cette même France refusait à l'immense majorité de la population algérienne musulmane les mêmes droits que les autres. Depuis des décennies, le code de l'indigénat avait certes disparu, abrogé en 1946. Mais l'égalité réelle, celle de la vie quotidienne, celle de tous les jours, celle de l'emploi, celle de la terre, celle de la représentation politique, celle du regard, elle n'était pas là. Elle n'avait jamais vraiment été là. La France demandait aux femmes algériennes de ressembler à des Françaises libres, dans un pays qui ne les traitait pas encore comme des Françaises égales. L'émancipation comme spectacle, la fraternité comme mise en scène, l'égalité comme slogan. Arrivé trop tard, bien trop tard. Et pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la sincérité. Et pourtant, il y a eu des hommes et des femmes, des Algériens musulmans, qui ont cru à la parole de la France. Au plan de Constantine de 1959, à l'Algérie nouvelle et fraternelle, promise par De Gaulle, à cette vision peut-être naïve d'un avenir partagé, d'une égalité enfin possible, des promesses, toujours des promesses. Mon père était de ceux-là, je le dis clairement. Mon père, ce paysan de Sidi Khaled, avait cru. Pas par naïveté, par conviction, par espoir. Parce que les hommes, quand on leur tend la main, ils la serrent. Et De Gaulle, lui, avait déjà d'autres desseins, secrets. Il savait. Il savait que l'Algérie allait être livrée au seul FLN, ce même FLN que l'armée française avait battu en race campagne en 1961. Militairement défait, aux abois, annihilé, mais politiquement victorieux. Parce que De Gaulle avait compris quelque chose que ses généraux refusaient de voir, que cette guerre ne se gagnerait pas militairement, qu'elle se perdrait politiquement à l'ONU, dans les pays nouvellement indépendants, sur la scène internationale. Et dans ses propres calculs stratégiques, il y avait Bédenamous, les essais atomiques dans le Sahara algérien, 17 explosions nucléaires entre 1960 et 1966, des essais d'armes chimiques documentés jusqu'en 1978, et la nécessité de maintenir des relations avec le nouveau pouvoir en place à Alger, quel que soit ce pouvoir, quelles que soient ses méthodes. La France avait besoin de l'Algérie indépendante pour ses bases militaires, pour ses essais nucléaires, pour ses ressources, pour sa position géostratégique. Et elle était prête à payer ce prix. Ce prix, c'était les harkis. C'étaient les Européens d'Algérie. C'étaient les familles massacrées à peine l'encre du cessez-le-feu séché. Et l'armée française, au courant de ces massacres, l'arme au pied, l'ordre de ne pas intervenir, donner, assumer et exécuter. Des officiers ont désobéi pour sauver des familles, en prenant des risques personnels. Ces hommes méritent d'être cités, parce qu'ils ont choisi leur honneur contre leurs ordres. Mais le système, lui, a choisi autrement. Le système a choisi la continuité diplomatique, les intérêts stratégiques, les essais atomiques dans le Sahara, et le silence sur les charniers. Voilà ce que le 13 mai 1958 annonçait, sans que personne dans la foule du forum ne le sache. Ces femmes qui brûlaient leur voile, vraiment ou sous pression, ces hommes qui criaient « Algérie française », ces harkis qui encadraient la cérémonie, aucun d'entre eux ne savait que dans 4 ans, les accords d'Évian seraient signés et que l'armée resterait l'arme au pied. Pendant que ceux qui avaient cru en la France seraient massacrés, ceux qui avaient cru à la fraternité, à l'égalité, au slogan, comme mon père, Allah yarhamou, tout cela, nous le détaillons sur cette chaîne. Toujours avec des chiffres, avec des sources, avec des témoignages, avec des documents, avec des archives. Les enjeux stratégiques de Bédenamous,
la pression internationale, la continuité française à soutenir le nouvel appareil algérien en place, en pleine connaissance des massacres en cours. Écoutez nos autres épisodes. Tout est dans la playlist. Tout est sourcé. Tout est vérifiable. Et maintenant, je vais terminer par une seule image. Mon père, sur son banc en pierre à Sidi Khaled. Sur son banc en pierre à Ouled Djellel. Là où le vent du sud pousse le sable contre les murs en pierre. Là où les palmiers dattiers dessinent des ombres sur la terre rouge. Ce paysan qui avait cru, qui avait servi, qui avait été trahi, qui avait survécu, qui avait gardé le silence et qui jouait de sa flûte le soir, seul, derrière les murs. Je suis allé m'asseoir sur ce banc en 2006. Je lui ai dit au téléphone, le banc, l'ombre, que j'y étais assis. Il n'a pas répondu tout de suite. Puis il a dit quelque chose. Tu étais là où j'étais. Cinq mots, qui contenaient 40 ans d'absence, et la nostalgie d'un homme qui ne pouvait plus rentrer dans ce propre pays, qui ne voulait plus rentrer. À ce jour, je n'arrive toujours pas à aller sur sa tombe. J'irai, bientôt, Inch'Allah, seul avec un tabouret. Et tout ce que je n'ai pas pu lui dire de son vivant, ce podcast, c'est pour lui. Pour qu'il sache que son fils n'a pas baissé la tête, qu'il a dit la vérité, avec ses mots, avec ses limites, mais avec l'intention de transmettre, depuis 30 ans de vérité, face à 60 ans de mensonges, noyés dans un récit falsifié. Abonnez-vous, activez la cloche, partagez. Parce que la transmission, c'est notre arme, la seule qui ne rouille pas, la seule que ni le décret Kassaman, ni la loi de la veille de Noël ne peuvent confisquer. Allah yarham al-harka. Yartikum saha. Les États construisent des récits, l'histoire les met à l'épreuve. À bientôt sur Réflexions décoloniales.